tout au long de l'été, on se rafraîchit la mémoire en croisant les points de vue des invités de cette passionnante première année de Trench Tech. Aujourd'hui, on s'invite à une cocktail party à Las Vegas pour parler d'innovation. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Ah bah vous voilà les gars, je vous avais perdu. Hey, sympa cette petite after party finalement. Amazing, tu veux dire? J'en reviens pas d'être ici en train de siroter mon petit cocktail. Descends. Qu'est-ce que t'as dans la main? C'est quoi ce truc qui fait glou-glou avec autant de fumée là? C'est un nouveau truc. C'est une IA qui m'a fait ça pour créer des nouveaux cocktails. C'est chelou quand même. Arrête. Et en plus, c'est un drone qui me l'a apporté. Tu vois, ici, on n'arrête pas le progrès. Tu vois. La Silicon Valley, alors là, je t'arrête tout de suite. On n'arrête pas l'innovation. Souviens-toi, Irénée Regnault, tu sais, le fondateur de l'association de mission numérique et du blog Mais où va le web? Lui, il nous a bien fait la distinction entre progrès et innovation. En fait, il y a eu un glissement de l'un à l'autre, effectivement, un glissement de la notion de progrès qui est plus tellement utilisée aujourd'hui. Il fut un temps, le progrès, ça voulait dire le progrès social. On met un petit peu ce qu'on veut derrière le progrès de toute façon. Et puis, dans la littérature grise des grandes institutions européennes ou autres au cours des années 80, on a eu un mot qui est arrivé qui s'appelle le mot innovation. Donc ce mot innovation a remplacé le mot progrès. Et ce mot innovation charrie un imaginaire économique qui est vraiment pas du tout le même en fait. Puisque l'innovation, en tout cas dans cette acception-là, c'est bien de faire du nouveau pour faire du nouveau, et surtout, c'est bien de le faire dans l'absolu parce que c'est bien. Et en fait, l'innovation, anthropologiquement, c'est pas du tout quelque chose qui est vécu forcément comme positif dans l'anthropologie humaine. On a eu et on a encore des tas de sociétés pour lesquelles finalement, en rester là où on en est, c'est pas mal. Enfin voilà, ça peut être une façon de faire. Et je dis pas non plus que c'est bien. L'anthropologie, elle est pas là pour dire qui a raison et qui a tort, mais elle est là juste pour briser les semblants universalistes qu'on a. Donc cette notion d'innovation aujourd'hui, elle part du principe qu'il faut perpétuer le système qu'on a à travers justement les technologies qu'on a et qui nous mènent aux mêmes limites. Encore une fois, si toutes les technologies qu'on avait aujourd'hui arrivaient finalement à créer un optimum social pour quelqu'un comme moi et un optimum économique et climatique, on se poserait même pas la question. Mais de fait, on sait que ça n'est pas le cas. Donc à partir de ce moment-là, on peut, si tant est qu'on est démocrate, se dire si on les remettait en démocratie. Oh, le punch, le punch qu'il met. Et c'est passionnant parce qu'en fait, il remet en place l'un des gros points du storytelling de la technologie, que la technologie c'est l'innovation c'est le progrès. Ouais, mais en fait, il nous dit bien, c'est pas toujours le progrès social. Et il y en a un autre qui nous le disait, vous vous rappelez ? Luc Julia. On est chez lui. Luc Julia, selon Luc, on va pas parler de l'apôtre, donc, mais de Luc Julia, qui le est papa bien de Siri. le papa de Siri, exactement, l'assistant vocal Siri, pas moi. d'Apple, qui a bossé dans tout un tas de grosses boîtes et de startups hyper innovantes de la tech, qui lui vit au cœur de la Silicon Valley. Ouais. Et puis là, on l'a entendu nous parler avec son regard critique si fort. Sur la sauce DC. Ouais, à la sauce DC, Washington DC. Non, la sauce DC here. Bon, réécoutons Luc. Alors, je vais commencer par critiquer un peu l'ingénieur. D'accord, alors, je suis un ingénieur, donc je peux le faire. L'ingénieur, il aime bien faire de la tech pour la tech. D'accord. Et donc ça, c'est notre problème à nous. C'est de dire, on fait les trucs un peu vite. On est tellement excité par la technologie elle-même qu'on ne se rend pas compte forcément de l'impact. On ne se retourne pas sur l'impact de ce que cette technologie fait. Et puis après, il y a les cons. Alors ça, c'est un problème. Et j'ai des noms. J'ai des noms. Il y en a partout, mais j'ai des noms. Alors Zuckerberg, là, on n'a pas assez d'une émission là. Mais tu parlais des Analytical Files. Le problème ici, c'est Zuckerberg. Ouais. Le problème ici, c'est qu'on a un gars qui est le contraire de la représentation de l'éthique. D'accord ? Le gars, il se fout de la gueule du monde depuis presque 15 ans maintenant. D'accord ? Et il n'a, lui, un seul but, c'est de faire du pognon. Et donc, évidemment, là, c'est
Bon, ça peut être intéressant de faire du pognon si tu redistribues un peu, si tu en fais profiter plein de gens et tout ça, ça peut être rigolo. Mais là, lui... Il y a une fondation. Ouais, mais bon, fais pas mal. Ouais, ça fait un peu... Bon, d'accord, j'ai mis 1 milliard là. Pardon, c'était pour la blague. J'en ai 150 à côté et je fais des trucs, je fais des grosses bêtises. Et surtout, je fais des grosses bêtises, comme tu l'as dit tout à l'heure, en le sachant pertinemment. Et puis, quand je vais passer devant les parlements, les machins, tout ça, j'ai l'air contrit. Et je suis désolé, mais j'en ai rien à foutre en fait. Et donc, c'est des gars comme ça qui font énormément de mal à la tech. Ouh là 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 là. Et les mecs, moi, mon cocktail tech fait par la tech, l'ingénieur en moi s'est un peu fait avoir par ce cocktail. Je commence à avoir un peu mal à la tech. Pauvre Thibaut. Bon, cela dit, j'ai quand même un petit peu envie d'y revenir. Je vais peut-être me refaire un petit... Oh merde. Ouais. On dirait exactement ce que racontait Louis de Diesbach. Vous savez, l'auteur de Liker sa servitude. Ouais. On sait que voilà, c'est pas terrible, mais on en redemande quand même. La servitude, donc c'est juste le fait de s'asservir, tout simplement, donc d'accepter une domination, une soumission. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, en fait, c'était de me rendre compte, on sait tous très bien que les réseaux sociaux, c'est pas bien, ils pompent nos données, c'est maltraité, etc. On sait, et pourtant on reste dessus. Et moi, c'est vraiment ça la question de base, c'est pourquoi. Alors pourquoi ? Alors en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'essayer d'avoir une approche un peu plus holistique et pas juste de regarder les utilisateurs ou juste les plateformes ou juste les gouvernements ou juste les annonceurs, etc. Mais d'essayer de regarder un petit peu tout le monde ensemble. C'est un peu ce côté science de gestion et éthique. Tu vas essayer de combiner ça. Il y a beaucoup de philosophes parfois qui oublient un peu qu'on est au sein d'un marché, et puis il y a beaucoup de gens dans un marché qui oublient un peu l'éthique, peut-être un peu trop. Et donc je voulais un peu prendre ça. Et une des premières constatations, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est que les entreprises se comportent exactement comme on pourrait s'y attendre. Donc moi, il y a cette phrase que j'aime bien, qu'on utilise, très utilisée aux États-Unis, qui dit « Don't hate the player, hate the game ». Et donc aujourd'hui, blâmer les réseaux sociaux parce qu'ils pompent nos données, etc., en fait, c'est un peu comme, alors en Belgique, on râle beaucoup là-dessus, quand Mbappé joue la montre en demi-finale de la Coupe du Monde. Belge aussi là-dessus. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a plein de Belges, j'aime pas le foot, donc je peux en parler facilement, mais il y a plein de Belges on a perdu 3 auditeurs. Il y a plein de Belges qui avaient le somme, et pourtant, les mecs, ils respectent les règles, ils jouent le jeu, c'est comme ça. Si jamais on voulait pas que ça existe, on met une nouvelle règle, on dit tu peux pas jouer la montre, don't hate the player, hate the game. Et ça, c'est un gros truc sur lequel moi je suis parti. Donc, faudrait pas se rebeller contre Mbappé qui a joué la montre, c'est ça. C'est essentiellement le jeu qui s'atteint, quoi. Mbappé, il est payé des millions pour ça. Alors, très bien. Et sur les réseaux sociaux et le numérique, ça veut dire comment tu transposes, qu'est-ce que veut dire cette expression don't hate the player, hate the game pour les réseaux sociaux et numérique local? En fait, c'est que pour moi, Facebook, Google, YouTube, etc., ils ne font que suivre les règles d'un marché néolibéral, d'une économie néolibérale, où l'objectif c'est juste de se faire un paquet de pognon pour satisfaire des actionnaires dans une entreprise qui est globalement assez dérégulée. En fait, ils respectent juste les règles. D'ailleurs, Brad Smith, qui est le président de Microsoft, a publié dans The Economist il y a quelques années un article qui disait s'il vous plaît, régulez-nous. Et un peu une façon de dire écoutez, régulez-nous, comme ça après vous ne cassez pas les pieds, on est certain qu'on est ok, mais donnez-nous les règles du jeu et après on fait ce qu'on veut. S'il vous plaît, régulez-nous. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'au bout d'un an, quasiment tous nos invités nous disent qu'au fond, c'est le business model des big tech qui nous rend captifs. Mais 2 fois. D'abord, par l'économie de l'attention, ça, on a tous compris, je crois. Mais ensuite, parce que leurs business models sont faits pour verrouiller le marché et pour les placer en position dominante, ce qui empêche d'autres acteurs innovants de venir les concurrencer. Et c'est à ça que doit servir la régulation. Non pas pour empêcher l'innovation, comme beaucoup le pensent, mais au contraire, pour favoriser l'émergence d'autres acteurs innovants. Et ça, c'est Joëlle Toledano qui nous l'a rappelé. Vous savez, l'ex-régulatrice des télécoms et qui est au CNUM notamment, elle en parlait très très bien. C'est un des éléments de la pièce, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit possible de rentrer, d'accord ? Et donc, effectivement, s'il y a des verrous en matière d'accès à l'information, s'il y a des verrous en matière d'interopérabilité, s'il y a toute une série de verrous, et on pourrait parler des différents verrous entreprise par entreprise, parce que c'est pas les mêmes, et c'est à chaque fois des verrous différents. Et c'est pour ça qu'il faut de la régulation, parce que c'est pas des règles qui s'appliquent de la même façon à tout le monde. Une fois que ces verrous sont effectivement levés, il faut que des petits deviennent grands, comme les grands que nous avons aujourd'hui étaient petits à un moment et ont grossi et se sont développés. Donc, bien évidemment, il faut avoir la possibilité d'avoir des acteurs innovants, c'est la French Tech, mais sans déverrouillage des marchés, French Tech, and se heurte à un mur, c'est tout. On est d'accord. L'un ne va pas sans l'autre et il faut les deux.
ils font un de ces potins, les Américains, quand ils font des parties, c'est quand même assez notable. Et C'est pas entendu. on peut baisser d'un niveau s'il vous plaît, c'est pas possible. Et voilà, on va encore passer pour les Frenchies qui ouais, savent c'est pas ça. bien. Bon, écoutez, il y a une chose est sûre pour moi, c'est qu'il faut vraiment venir finalement questionner l'innovation. Et quand on voit que toute l'innovation semble être mise juste au service de faire plus de pognon, c'est peut-être ça la question qui est derrière. Surtout avec tout le storytelling qui nous charrie et rabâche en permanence. Ils sont bien en marketing. Bon, il faut qu'on fasse appel à un vieux sage. Ouais. Allez. On y retourne avec Luc Julia. Ah, je pensais Parce que tu parlais de Luc Rafiki. De qui Rafiki dans le Roi Lion. Non, pas lui. Je pensais bien à Luc Julia, parce que Luc Julia, il avait dit des paroles empreintes de plein de beauté et de bon esprit sur la stature, sur la posture de l'innovateur finalement. Qu'il faut dire la vérité sur l'état des lieux aujourd'hui. Et donc, pas donner cette vision glamour de la tech, d'accord, et dire, écoutez, on a fait des trucs super, les centrales nucléaires, c'est très bien pour ça, mais c'est moins bien pour ça. D'accord ? Les data centers dont je parlais tout à l'heure, c'est très bien pour ça, c'est moins bien pour ça. Est-ce qu'on a des solutions ? Est-ce qu'on doit se creuser la tête pour trouver des alternatives, pour trouver des optimisations à ça ? Donc, se former à critiquer aussi ce qu'on fait. La critique dans tous les sens du terme, la bonne et mauvaise critique. D'accord ? Donc, il faut vraiment avoir cet esprit-là. Oh, ça fait du bien de terminer là-dessus, les gars, parce que franchement, ce que nous dit Luc, là, c'est juste ce qu'on essaie de faire avec notre podcast, inciter tout le monde à prendre du recul sur l'innovation technologique. L'esprit critique. En exerçant notre esprit critique. Que les dieux de la tech nous entendent. Bon, en attendant le prochain best-of de l'été, je vous offre un autre verre, les gars. Ouais. Mais à l'ancienne, celui-là, c'est beau. Un Coca-Cola. Ok, les shirts. Une limonade, peut-être ?